Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver ce soir dans Conversation. Nous converserons des divisions de la société israélienne, de leur étendue, de leur réalité même. Les mots ont été prononcés, pas par n'importe qui, en présentant la semaine dernière sa proposition de compromis. Le président israélien lui-même, Yitzhak Herzog, a évoqué un risque de guerre civile si les tensions autour du projet de réforme judiciaire promu par le gouvernement continuaient à s'exacerber. De fait, les cas de violence, d'agression physique sont de plus en plus nombreux, notamment en marge des rassemblements de protestation contre la réforme. Peut-on pour autant agiter le spectre d'une véritable guerre civile? Les différentes composantes de la société israélienne sont-elles véritablement irréconciliables? On en parlera en première partie d'émission. Au centre des désaccords entre les partisans de la réforme judiciaire et ses opposants, la question des droits fondamentaux, des droits des groupes minoritaires ou considérés comme tels, les droits des femmes notamment. C'est ce qu'incarne l'un des emblèmes du mouvement de protestation contre la réforme, ces longues files de manifestantes qui défilent tête baissée, vêtues comme les personnages du roman et de la série La Servante écarlate. Le statut de la femme en Israël a-t-il ou non sa place dans le débat autour des changements voulus par le gouvernement israélien? Ce sera le second grand dossier des conversations de ce lundi. Bonsoir à toutes et à tous. Un sommaire, vous l'avez compris, tout à fait chargé, en phase avec l'actualité brûlante en Israël. Et on en parle ce soir avec nos invités. Guy Poran. Guy Poran, bonsoir. Vous avez été pilote d'hélicoptère de combat dans les rangs de l'armée israélienne. Aujourd'hui, vous êtes un des principaux animateurs du mouvement de protestation au sein des réservistes de l'armée de l'air, mais pas uniquement. Mouvement de protestation contre la réforme judiciaire promue par le gouvernement Netanyahou. C'est intéressant d'avoir des désaccords déjà sur peut-être le choix des mots qui est tout à fait important en effet. Yom Tov Kalfon, bonjour, vous avez été député à la Knesset dans les rangs du parti de Naftali Bennett, l'ancien Premier ministre, le parti Yemina. Vous êtes issu des rangs de ce qu'on appelle au sens sociologique, pas au sens partisan du terme, le sionisme religieux. C'est bien évidemment beaucoup plus large que le parti qui porte ce nom aujourd'hui, celui de Bezalel Smotrich. Merci d'être avec nous également. Et puis depuis Paris, fidèle à son poste, Michael Darmon que l'on va voir apparaître d'ici un instant. Voilà, Michael Darmon, heureux de vous retrouver également ce soir. On va peut-être tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec un extrait du dernier discours de la dernière allocution télévisée prononcée par le président de l'État, Yitzhak Herzog. C'était il y a un peu plus d'une semaine. Regardez. Je vais utiliser une expression que je n'ai pas encore utilisée jusqu'ici, une expression que tous les Israéliens tremblent en entendant. Ceux qui pensent qu'une guerre fraternelle est quelque chose qui n'arrivera jamais, ces gens-là ne savent pas ce qui se passe. Aujourd'hui, en cette année du 75e anniversaire de l'État d'Israël, nous sommes au bord de l'abîme. Yom Tov Kalfon, on a senti le président Herzog, et bien évidemment le ton était très solennel, et puis on a senti que véritablement, c'était pas de la comédie, il ressentait lui-même que l'heure était grave, mais de là parler de risque de guerre civile, est-ce que ce n'est pas aller un petit peu loin? Je pense que son inquiétude en effet est sincère et qu'elle est partagée par de nombreuses personnes en Israël. Oui, il y a un risque de dégringolade. Alors pour une guerre civile, il faut être deux. Il faut qu'il y ait deux camps. Heureusement, jusqu'à présent, il y a surtout un camp qui manifeste, qui exprime sa désapprobation. Et en face, sauf que quelques petits écarts, il n'y a pas un autre camp qui s'oppose, puisque le camp qui a gagné en réalité, donc le camp de la droite, le camp qui soutient la coalition, ne manifeste pas, en tout cas, ou presque pas. Mais qu'est-ce qui pourrait arriver si justement il y avait vraiment deux camps l'un en face de l'autre? Où peut-on arriver? Parce que je crois que la fracture qui sort de ces manifestations est beaucoup plus profonde et ne s'arrête pas à la réforme judiciaire. Je pense que c'est quelque chose de plus profond qui peut, oui, donc dégringoler. Il y a ici une fracture démographique, une fracture sociologique. Nous en parlions à l'époque quand il y avait eu les 4 cycles d'élections. Vous vous rappelez, nous avions formé à l'époque un gouvernement. Nous avons dit que si nous allions en 5e élection, ceci pourrait mener à la guerre civile. Lorsque nous avions dit ça il y a 2 ans, on nous regardait un petit peu avec un air un petit peu ils vont trop loin. Mais en réalité, oui, en fin de compte, il y a eu des dégâts. Ces cycles interminables d'élections ont fait des dégâts sur la société israélienne et ont créé un clivage très profond. Clivage très profond, mais tout de même, une guerre civile, Guy Poran, c'est d'un côté comme de l'autre des gens qui échangent des coups de feu, qui
qui se tirent les uns sur les autres. On a quand même du mal à imaginer que la société israélienne, en dépit de la profondeur de ses divisions, peut arriver à de telles extrémités. Nous ne voulons pas imaginer cette situation, mais la semaine dernière, j'étais avec un groupe de pilotes chez le président Herzog, et on a entendu exactement la même chose. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Khalfon qu'il y a seulement une camp, et c'est vrai que dans la manifestation aux rues, c'est les gens qui sont contre la révolution judiciaire, parce que l'autre côté est dans le gouvernement et dans la Knesset en train de faire. Mais hier et avant-hier, on a déjà vu les cas de violence physique contre les manifestations. Et ça, c'est le début d'une guerre civile. On va peut-être justement voir des images des manifestations, ou plutôt des cas de violence en marge des manifestations, il faut être précis. C'était effectivement samedi dans la soirée. On va peut-être les voir et les commenter, ils vont apparaître à l'écran. Voilà. Des cas manifestement, effectivement, c'était pas samedi soir, c'était un autre jour, je crois que c'était jeudi dernier, et il y a d'autres exemples, effectivement, de violence. Là, c'était samedi dans la soirée, ce que l'on voit à l'écran, vous le voyez, là, ce sont des manifestants qui supportent le gouvernement actuel, certains avec une cagoule pour dissimuler leur visage, et qui ont tenté donc d'agresser des protestataires contre la réforme judiciaire. J'accueille également, c'est notre quatrième invité ce soir, le professeur Sami Samoucha. Véritablement, c'est l'un des sociologues israéliens les plus connus, les plus réputés de l'université de Haïfa. Sami Samoucha, professeur Samoucha, bonsoir. Vous êtes un observateur avisé de la société israélienne, vous la connaissez très bien. Est-ce que vous avez l'impression que là, on est parvenu à un niveau d'ébullition au sein de la société jamais atteint auparavant? Est-ce que, comme le président Herzog l'a dit, il y a véritablement un risque de conflit interne? Oui, on est à un point de fracture comme on n'en a jamais vu dans l'histoire d'Israël. Il ne fait aucun doute qu'il y a une confrontation entre deux camps, entre deux blocs, et que c'est une confrontation qui n'est pas seulement politique, c'est cela le problème. C'est aussi un problème de classe sociale et aussi de communauté. Et de ce point de vue, c'est beaucoup plus dangereux que tout ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent. Mmh. Il faut bien comprendre quelle est la composition de ces deux blocs. Le bloc de droite, qui est représenté par la coalition, est composé du Likoud, du sionisme religieux et des partis religieux. Ce que ces partis ont en commun, c'est qu'ils veulent un État juif et que la démocratie ne soit pas un obstacle au judaïsme de l'État d'Israël. Ils considèrent que la démocratie, c'est le pouvoir de la majorité, pas une démocratie avec des droits du citoyen, avec des équilibres entre les pouvoirs, etc., etc. Ils sont opposés au partage de la terre, c'est-à-dire qu'ils vont prendre toutes sortes de mesures pour empêcher empêcher cela, reconnaître les implantations, reconnaître les avant-postes illégaux, etc. Ils veulent judaïser l'espace public tant que possible et renforcer l'identité juive religieuse aussi bien de la population que des institutions. Oui. Et c'est quelque chose qui est commun à tous ces partis. Mais au sein de ces partis, il y a aussi des intérêts qui divergent. On va peut-être revenir un petit peu plus tard, professeur Samoucha, si vous le permettez, sur les intérêts divergents au sein de la coalition et sur peut-être les intérêts divergents au sein de ceux qui s'opposent à la réforme. Mais j'aimerais m'adresser à Michael Darmon depuis Paris où il se passe 2-3 trucs ces derniers temps. En effet, quel regard vous portez sur cette société israélienne en d'ébullition? Est-ce que vous avez vraiment l'impression, avec plusieurs milliers de kilomètres de distance, qu'on est peut-être au bord d'une véritable guerre civile? Alors, je ne sais pas si c'est les kilomètres de distance qui peuvent mesurer cela, ou plutôt, au fond, le rapport à l'histoire lorsqu'on regarde comment les nations s'élaborent et les nations se construisent. Au fond, en écoutant tout à l'heure le président Herzog, je me disais, même qu'on l'entend depuis quelques jours, je me disais, au fond, ça peut évoquer aussi ce qui s'était passé dans cette relative jeune nation à l'époque qui était les États-Unis et qui ont vécu une guerre de sécession
parce qu'une centaine d'années après l'édification de ce pays, après la déclaration d'indépendance, il y avait des questions fondamentales qui n'étaient pas réglées, sur notamment la question de la liberté, sur la question de l'esclavage, sur la question diverses et variées. Il n'est pas question de faire de la comparaison, bien évidemment, mais en termes de perspective historique dans l'élaboration d'une nation, puisque au fond, ce qui frappe l'opinion et ce qui frappe les esprits, c'est que Israël n'a que 75 ans. Que 75 ans. C'est-à-dire c'est un pays quasi enfant. Et de ce point de vue-là, il y a une crise de maturité, il y a une crise de croissance qui est au fond celle à laquelle je pense on assiste et qui, lorsqu'elle elle sera dans une perspective historique, peut-être apparaîtra-t-elle comme étant un moment où il fallait clarifier des notions, des principes, des contradictions qui n'avaient pas été clarifiées, qui avaient été mises sous le tapis parce qu'il y avait d'autres urgences, en particulier sécuritaires. Vous savez, il y a eu un ponte du Congrès juif mondial, il y avait des années de cela, qui avait écrit un livre au titre frappant, Israël en danger de paix. Il disait que lorsque la paix commencerait à arriver aux frontières d'Israël, alors toutes les contradictions internes de la société rejailliront. Ouais, en tout cas, pour l'instant, là, on a les deux dangers. On a des risques de guerre et à la fois des risques de conflits internes très acerbés, très exagérés, très poussés. Globalement, Israël, une intégration dans la région, alors il y a maintenant, je dirais, par la force aussi des circonstances politiques, un moment où Israël est en train de se regarder et de se dire qu'est-ce qui fait que l'on vit ensemble. On l'avait évoqué lors d'une émission précédente, l'Israël de 48, de la déclaration d'indépendance, manifeste, proteste, résiste, veut que les valeurs qui ont fondé cette société israélienne jusqu'à présent soient maintenues. Un autre Israël a grandi entre-temps, qui ne se reconnaît pas entièrement dans ses valeurs, qui est dans une démarche beaucoup plus religieuse, beaucoup plus, je dirais, orthodoxe, et qui correspond aussi à ce mouvement mondial populiste qui s'installe sur la planète et qui prend la tête de plusieurs pays. Ouais. Et je crois que cette hybridation de raisons amène Israël à cette épreuve de vérité aujourd'hui. Professeur Samoucha, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Michael Darmon, à savoir que c'est ce qu'on appelle le second Israël qui est partisan globalement de cette réforme et qui empêche le premier Israël, celui des fondateurs et de leurs descendants, de maintenir le socle de valeurs sur lequel s'était créé l'État d'Israël en 1948. Oui. Mais j'aimerais préciser quelque chose à propos de ce qui vient d'être dit. La droite, les groupes qui forment la droite, ce sont les juifs orientaux, les juifs originaires de Russie, les juifs originaires d'Éthiopie et le mouvement révisionniste, en tout cas les descendants du mouvement révisionniste. Pour la plupart, ce sont des gens qui sont dans les couches sociales les moins favorisées. Et cette droite est majoritaire parmi la population juive, mais n'est pas la majorité quand on prend l'ensemble de la population. Si on compte les citoyens arabes, on a plus ou moins une égalité entre les deux camps. Malgré tout, la droite a une majorité politique, et c'est certain parmi la population juive. Mais cette droite a échoué à transformer sa force politique dont elle dispose depuis 1977 en une force culturelle, en une force économique et autres. Les élites demeurent. Les élites de l'autre bloc, ce sont des Ashkénazes, en général non pratiquants, qui sont les descendants des fondateurs de ce pays. Et de là vient cette confrontation de force. Alors, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que pour la première fois, on a une coalition, on n'a que la droite. La droite a toujours été dominante, mais n'a jamais gouverné seule. Et pour la première fois, on a la droite qui gouverne seule. Et cette droite veut traduire sa force politique en une force économique, en une force culturelle et judiciaire. J'aimerais tout de même faire réagir Guy Poran et Yom Tov Kalfon également. Est-ce que Guy Poran, vous sentez
l'incarnation de ce que l'on appelle le premier Israël, l'Israël ashkénaze, laïque, de gauche. Est-ce que véritablement on peut, comme le dit le professeur Samoura, résumer la division de la société israélienne d'une manière aussi schématique ? Bon, c'est quelque chose qui existe dans certains niveaux, c'est quelque chose qui est utilisé sans arrêt par Bibi Netanyahou et les Likoud et les droites, mais toujours, tout le monde, par exemple, pour nous, les pilotes, tout le monde dit, mais vous êtes privilégiés, vous êtes ashkénazes, et il n'y a pas d'équilisation des gouvernements. Mais c'est complètement exagéré, parce que la plupart des commandants de l'armée, la plupart des juges, la plupart des gens, même dans la force aérienne, il y en a des ashkénazes et des séfaradis. Pour nous, moi, mes grands-parents ont créé le premier kibbutz en Israël il y a 100 ans. Pour moi, cette histoire des ashkénazes et des séfaradis, c'est quelque chose qui est incompréhensible. C'est quelque chose qui est seulement utilisé par la politique. C'est pas la vérité. Mais tout de même, lorsqu'on regarde les données de sociologie électorale, on voit que cette réalité est encore présente et qu'en grande partie, lorsqu'on est un Tom Kalfon d'origine, comme vous d'ailleurs, nord-africaine ou orientale, on a plutôt tendance à voter en faveur des partis religieux ou de la droite, et inversement, lorsqu'on est d'origine européenne, plutôt tendance à voter pour le centre ou la gauche. C'est encore une réalité. Mais ça ne va pas que dans le vote. Moi, je vais aller plus loin parce que justement, je suis d'accord avec le professeur Samoura. C'est que cette réforme de la justice, en réalité, elle fait sortir cette fracture. La Cour suprême, 15 juges à la Cour suprême, on garde le siège séfarade. Ça s'appelle comme ça. On a 2 actuellement. Oui, non, mais on dit à qui c'est à séfarade. Il y a le siège 1 sur 15, alors qu'on a 50% de la population, voire plus, qui est séfarade, mais il y a 1 ou 2 sièges sur 15. Donc c'est très révélateur. Et on voit bien qu'en réalité, la Cour suprême est gardée par cette élite de gauche, ashkénaze, laïque, etc. Et que dès qu'on veut un petit peu, comme on dit en hébreu, pousser le fromage, c'est-à-dire un petit peu ramener un certain équilibre, ça crée une révolte. Et c'est une révolte qui existe dans d'autres secteurs. Il y avait des études qui ont été faites, 91% des professeurs d'université en Israël sont ashkénazes. Encore une fois, donc bien au-delà des proportions de la population. Donc vous avez dit tout à l'heure, la droite gagne les élections depuis 1977, mais la gauche est encore au pouvoir à la Cour suprême, dans l'académie et dans les élites économiques. Donc on a un réel problème. Michael Darmon, vous vouliez réagir? Michael. Oui, d'abord, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, moi, je n'avais pas mis en avant le fait qu'un groupe voulait empêcher un autre d'exister. Ce que je remarque en termes de trajectoire historique d'un pays, c'est qu'à un moment donné, parfois, la confrontation, elle est inévitable. Et sans préjuger de quelle forme elle peut prendre. J'ai pris l'exemple de la guerre de sécession, il y a d'autres confrontations qui peuvent exister. Ça, c'est la première des choses. On a assisté aussi en Israël, quand il fallait installer le pays, à des moments, notamment lorsque Ben Gurion fait tirer sur un bateau, l'Altalena, avec des ennemis politiques, les adversaires politiques en face, de l'Irgun, c'est un juif qui tire sur des juifs. On a assisté aussi, malheureusement, à l'assassinat d'un Premier ministre en Israël, perpétré par un juif. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de tabou en Israël. Moi, ce qui me frappe également, c'est de voir que, au fond, ça dépasse les déterminants, je dirais, culturels ou d'origine, tels qu'ils sont mentionnés sur le plateau depuis quelque temps. Parce qu'effectivement, on le fait souvent remarquer, les tenants aujourd'hui de ce second Israël, en particulier certains qui sont au gouvernement, ne sont pas forcément parmi les plus voyants des séfarades. Je pense que, par exemple, qu'à M. Smotrich ou d'autres. De ce point de vue-là, ça c'est important de signaler. Et puis il y a aussi cette démarche, parce que j'entends beaucoup, évidemment, ce débat gouvernement de gauche, enfin gouvernement en tout cas personnalité de gauche qui défile, mais les élites israéliennes qui sont celles de la high-tech et qui se définissent comme étant un mouvement culturel libéral contre la réforme actuelle, n'ont pas grand-chose à voir avec la gauche telle que l'histoire de la gauche la connaît. C'est-à-dire ce ne sont pas des collectivistes, ce ne sont pas des communistes, ce ne sont pas des gens qui sont pour la répartition. C'est une autre catégorie très israélienne,
très particulière à Israël. C'est tout à fait juste. Mais tout de même, la question, et je la pose au professeur Samoura, c'est que ces tensions, ces différences, ces désaccords, ces tensions communautaires également, pour ne pas dire ethniques, elles existent en bien des pays. Pourquoi en Israël, alors que, en principe, une démocratie, c'est censé justement gérer les tensions d'une manière pacifique, apaisée, d'une manière civilisée, c'est ce qui différencie les démocraties peut-être d'autres régimes. Pourquoi en Israël on en arrive, professeur Samoura, à évoquer des risques de conflits armés entre citoyens? C'est cela une guerre civile. Écoutez, parce que la démocratie en Israël est une démocratie faible. Elle a toujours été faible, ça n'est pas une démocratie libérale, elle représente uniquement une partie de la population et il est faux de voir cette lutte actuelle comme une lutte entre communautés. En réalité, ce sont des élites ashkénazes de droite qui luttent contre des élites ashkénazes du centre et de gauche. Parce que les séfarades ne font pas partie de ces élites du tout, ne participent pas à ces luttes en tant qu'élites. Pour la droite ashkénaze qui mène toute cette réforme, cette droite a une idéologie très différente de celle de la droite du centre gauche libéral ashkénaze. Et c'est pourquoi ce à quoi on assiste aujourd'hui, ce n'est pas une lutte pour ou contre la réforme judiciaire. Aujourd'hui, le statu quo historique de l'État d'Israël s'est brisé. Oui. Et l'opposition à cette réforme ne se contentera pas qu'on interrompe, qu'on annule cette réforme. Il réclame aujourd'hui une constitution pour l'État d'Israël. Il réclame un changement dans les relations entre État et religion. Ils parlent aussi de l'occupation. Ils veulent résoudre la question de l'occupation. Donc les grandes questions de la société israélienne ont été mises au grand jour et c'est pourquoi c'est un conflit beaucoup plus profond, d'autant plus qu'il est mené par des élites ashkénazes des deux côtés. Merci si c'était beaucoup. Uniquement des juifs orientaux ou des juifs d'origine russe, on n'aurait pas du tout la même situation. Merci Est-ce que beaucoup. cela mènera à une guerre civile ? Je ne pense pas que ce sera le cas parce que Israël est un pays qui est en conflit sanguinaire avec ses voisins et a besoin d'une unité minimum pour exister. Et donc, il y aura toujours cette question, on sera toujours sur le même bateau et tous ces pilotes qui aujourd'hui ne vont pas s'entraîner et disent qu'ils ne viendront pas, s'il y a vraiment un conflit avec l'Iran ou quoi que ce soit, eh bien ils feront le travail qu'ils doivent faire. Merci beaucoup Sami Samoura et je vous remercie d'avoir bien voulu participer à notre émission. Je sais que votre emploi du temps est très chargé. Merci beaucoup et au revoir professeur Samoura. Guy Poran. Je voudrais ajouter un mot par rapport aux possibilités de guerre civile. C'est quelque chose qui est vraiment inimaginable. Par contre, je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'il avait dit hier, Bibi Netanyahu. Il a dit il y en a des menaces de meurtre contre moi et mon famille. La police et les Shabak a déjà annoncé que ce n'est pas vrai et le fait qu'il a dit ça incite beaucoup de ses supporters de faire des violences contre les manifestations. Il y a également des cas de violence ou de menaces contre les partisans de la réforme et les membres du gouvernement. Ça existe aussi dans les deux sens. Non, parce que moi je fais partie des mouvements de manifestation. Jamais il n'y avait aucune menace de meurtre et également, pas seulement une menace, mais dans toutes les manifestations, 500 000 personnes, jamais un seul cas de violence des manifestants contre les gens de droite. 100% des cas, 100% des cas sont des violences de droite contre la manifestation. 100%. Le problème, il est là, c'est que vous ne regardez même pas la réalité. C'est souvent le problème qu'a la gauche, malheureusement. C'est toujours l'impression d'avoir raison et de ne pas reconnaître la réalité. Il y a eu des violences. Il y a eu une députée qui a une fille autiste qui s'est retrouvée à 7h du matin avec des gens qui sont venus à la porte de chez elle. On parle de Tali Gottlieb. Okay, c'est une violence de venir déranger des gens de bon matin, encore plus avec un enfant autiste. C'est une violence. Il y a une association qui est un think tank qui s'appelle Coëlette. Okay,
qui produit des, j'ai envie de dire des documents en papier, hein, qui ne fait rien. Qui a largement inspiré la réforme. Clairement, mais manifestation, pas de violence. Ils se sont retrouvés. Non, c'est une violence. Jamais. De venir à 7h du matin devant les bureaux de Coëlette et de. Jamais de violence. Il y avait physique. dedans. Je suis désolé. Jamais. Il y avait dedans toute seule. Non, montre-nous des images de violences physiques. Je sais que la gauche parfois aime bien fermer la bouche. Il n'y avait pas de violences physiques. Ça arrive dans les deux sens. Dans l'Institut Coëlette, il y avait une jeune enquêtrice qui se retrouvait à 7h du matin en danger avec des gens cagoulés en face qui étaient là et qui la menaçaient. Alors il faut arrêter d'essayer de ne pas voir la réalité. Il y a aussi des débordements, y compris dans ces élites de gauche qui viennent du BCBG, qui viennent des élites blanches du pays. Il y a aussi des écarts, il y a aussi des violences. Vous avez vu les images de samedi soir dernier? Ah oui, mais moi je les ai condamnées contrairement à ce qui a été dit. J'ai dit clairement qu'il y a aussi des débordements de l'autre côté, mais il faut arrêter de dire que dans un camp il y a de la violence et pas dans un. Pas de violence encore une fois, il y a eu des policiers. Moi, ce que j'aimerais savoir, il y a eu des policiers blessés. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment, Yom Tov et Guy, comment éviter que ces violences ne prennent de l'ampleur, parce qu'effectivement, on arrive peut-être dans une situation de d'ébullition et de tension peut-être jamais atteinte dans la société israélienne. Il y a eu des tentatives de la part du gouvernement d'adoucir un petit peu, de modifier la réforme judiciaire. Est-ce que cela peut peut-être aboutir à calmer les esprits, tout simplement? Je ne pense pas, parce que tout le monde sait maintenant, il essaye de faire des choses parce qu'il voit que le public ne va pas laisser passer ce type de réforme, mais les choses qu'ils vont insister de passer cette semaine, d'ici quelques jours, c'est très, très, très grave. Changer les possibilités de nommer des juges, ça veut dire la démocratie est morte. Guy, pour un Yom Tov Kalfon, Michael Darmon, on se retrouve dans quelques instants pour la seconde partie de l'émission. Pardon? Oui. J'ai l'habitude parfois.